Bon, merci de m'avoir invité à ce colloque parce que je vais vous présenter en effet cette presque même question de l'unicité du nœud, mais sous un angle fort différent parce que, au fond, beaucoup plus personnel. J'ai commencé à assister au séminaire de Jacques Lacan fin 71, début 72, et je ne crois pas avoir raté une séance jusqu'à le dernier séminaire de dissolution en 80. Donc je peux m'estimer être quelque chose comme l'enfant naturel de l'accouplement de Jacques Lacan et du nœud borroméen. J'ai suivi cette affaire d'assez près, sans me poser énormément de questions. J'ai découpé des bandes de Möbius en 2, en 3. J'ai fabriqué des nœuds borroméens. Tout ça me paraissait à la fois compliqué mais plaisant. C'était pas un très gros problème. Le rapport avec la psychanalyse ne m'était pas du tout évident, mais de ci, de là, il y avait des éclairages remarquables. Enfin bon, ça marchait bien, sauf sur un point que vraiment je ne comprenais pas. Dès 73-74, Lacan se pose des questions sur l'unicité du nœud. Y a-t-il un seul nœud ou pas? Et franchement, je me demandais, mais pourquoi ça l'inquiète? Pourquoi faire? Ça servira à quoi? Je percevais bien qu'il y avait ce qu'on peut appeler le nouage borroméen, puisque nous passions notre temps à plusieurs à regarder des tas de nœuds différents et on disait « Ah, celui-là il est borroméen, ah, celui-là il ne l'est pas ». Donc, on savait ce que c'était que le nouage borroméen. Pourquoi fallait-il qu'il y ait un nœud qui soit plus probant que les autres? Je ne comprenais rien de tout cela. Et il y a plusieurs endroits au fil des ans où Lacan se pose la question, il l'oublie, il y revient. Mais par exemple, le 18 mars 1975, dans un RSI, il est parti sur la question de l'orientation de deux nœuds. Bon, de deux consistances, pardon. Et il ne cache pas que Souris vient de lui apporter la démonstration que les deux étaient réductibles, donc il n'y en avait qu'un. Et le mot est de lui, il s'en réjouit. À nouveau, sidération de ma part, qu'y a-t-il de spécialement réjouissant dans le fait de prouver qu'il n'y a qu'un nœud lorsqu'on oriente les consistances? Mais comme à l'époque, il y avait beaucoup de questions que je laissais volontiers de côté, celle-là en faisait partie, et donc les années ont passé, en me disant, tiens, c'est encore un souci, tiens, il y pense toujours, bon. Jusqu'au 9 janvier 1979. Ce jour-là, je me souviens que nous avions fait le décompte avec un ami avec qui j'étais, je crois bien que cet ami est au fond de la salle, on était 80 dans un amphithéâtre qui, 2 ou 3 ans auparavant, contenait 1000 personnes. Donc l'ambiance était bizarre. Et dans cette séance qui fait en tout et pour tout 1 page et demie, mais qui a duré 1 heure, Lacan est essentiellement silencieux, perplexe, face à 5 dessins qu'il a affichés au tableau, 3 dessins de nœuds borroméens et 2 tresses. Et ce jour-là, encore une fois, meublé de longs silences, il finit par dire ceci que la plupart d'entre vous, je crois, connaissent, mais que je vais m'employer à lire précisément parce que ça va être un petit peu le point tournant de mon intervention. Donc, dans un premier temps, Lacan dit des choses à propos de ces 3 nœuds, pas beaucoup à propos des tresses. C'est extrêmement compliqué, même amphigurique. Je ne pense pas qu'il y ait moyen d'en tirer grand-chose. C'est ce que j'ai pensé à l'époque et je continue de le penser après avoir relu ça je ne sais combien de fois. Mais sa conclusion, par contre, est directe. Alors, je vous la livre telle qu'elle, telle qu'on peut la trouver dans la sténo. Voilà. Pardon ? Ça, c'est le moment conclu, 9 janvier 1979. Je vous rapporterai plus tard un petit peu le paysage historique du moment. Alors, voilà la citation exacte et complète. Elle termine la séance du 9 janvier. La métaphore du nœud borroméen à l'état le plus simple est impropre. C'est un abus de métaphore parce qu'en réalité, il n'y a pas de chose qui supporte l'imaginaire, le symbolique et le réel. Qu'il n'y ait pas de rapport sexuel,
c'est l'essentiel de ce que j'énonce. Qu'il n'y ait pas de rapport sexuel parce qu'il y a un imaginaire, un symbolique et un réel, c'est ce que je n'ai pas osé dire. Je l'ai quand même dit. Il est bien évident que j'ai eu tort, mais je m'y suis laissé glisser, tout simplement. Petit commentaire au passage, le verbe glisser chez Lacan est toujours synonyme d'erreur. On ne glisse que dans l'erreur. Il est bien évident que j'ai eu tort, je m'y suis laissé glisser tout simplement. C'est embêtant, c'est même plus qu'ennuyeux. C'est d'autant plus ennuyeux que c'est injustifié. C'est ce qui m'apparaît aujourd'hui. C'est du même coup ce que je vous avoue. C'est appuyé, disons, comme propos, c'est soutenu, n'est-ce pas? C'est une forme de renoncement à un vœu que je découvre avoir été celui-là depuis toujours, n'est-ce pas? Qui s'énonce clairement dans « il n'y a pas de chose qui supporte, en somme, le nœud borroméen ». Et donc je me dis « alors c'était donc ça ». Et ça me tracasse beaucoup parce que j'y vois, c'est ma première compréhension de la chose dès ce 9 janvier. Je me dis, donc il s'est pris pour Schliemann lui aussi. Vous vous souvenez de Schliemann? Heinrich Schliemann? C'est celui... Schliemann est un grand commerçant au 19e qui a une passion pour l'archéologie. Les archéologues le prennent pour un charlatan, un amateur, quoi. Sauf qu'en grattant au bon endroit, il trouve Troie, et un petit peu plus tard, il trouve Mycène. Donc tout le monde se tait, et il meurt en 90 avec la considération générale. Et Freud, je crois bien que c'est dans les lettres à Fliess, je ne suis pas allé chercher, voudrait être le Schliemann de la psychologie. Il voudrait que, après avoir gratté au bon endroit, on voit l'inconscient freudien et tout le monde dit « Oh !» Et tout le monde se tait, et notamment tous ces détracteurs viennois n'ont plus qu'à la fermer. Quel a donc été l'espoir de Jacques Lacan quand il voulait établir l'unicité du nœud borroméen, donc trouver la chose qui aurait supporté, je le cite à nouveau, la métaphore du nœud borroméen à l'état le plus simple. Alors là, je replace un petit peu le mouvement dans lequel je me trouvais pris à l'époque. Donc vous voyez, janvier 79, l'année va avoir lieu, n'est-ce pas? Janvier 80, lettre de dissolution. Février 80, premier vote de l'école freudienne sur la dissolution qui échoue. Les référendaires de l'époque ayant fait ce qu'il fallait, le quorum n'est pas atteint, et donc il n'y a pas de dissolution de l'école freudienne. Et donc, le bureau de cette école freudienne, où depuis plus d'un an, non, depuis 6 mois, il y a entre autres Éric Laurent et Jacques-Alain Miller, ce bureau décide avec Lacan de faire tenir des journées sur la dissolution à la Maison de la Chimie, les 26 et 27 avril 1980. Je m'inscris comme conférencier, enfin comme exposant pour ces journées-là, et le 26 avril, je soutiens un texte qui s'intitule « Le grain de sable de l'énonciation ». Je vais m'expliquer là-dessus, mais entre-temps, j'ai pris mes précautions. Je suis allé voir Souris, j'ai demandé à le voir, je suis allé le voir du Dahomey, parce que, prenant les 3 nœuds du 9 janvier 79, j'ai tripatouillé une façon de les unifier en tirant sur les extrêmes, en concentrant le problème sur la consistance médiane, et en chiffrant les dessus-dessous par des plus et des moins, une combinatoire algébrique élémentaire. Et n'étant pas spécialiste en la matière, j'avais besoin d'une autorisation. Et donc, Souris m'avait reçu chez lui, enfin chez eux. Et comme vous le savez, la combinatoire, c'était pas son fort, quoi. Donc il m'écoute, il regarde les dessins, il dit ouais, bien sûr, oui, les 3 sont différents, ils ne sont pas réductibles, ouais. Et donc je pars de là, avec son aval discret, mais effectif. Donc avec ça, le 26 avril 1980, je me trouve exposé à la Maison de la Chimie, devant un monde fou. Il y avait plus de 2000 personnes, mais là dans la salle où j'étais, il y en avait bien 400 ou 500. Un exposé, et le président de séance n'est autre que Michel Sylvestre.
qui va me presser pendant 20 minutes en disant « T'es complètement hors sujet, dépêche-toi de conclure ». Car en effet, je ne vais pas prononcer une seule fois le mot dissolution, ça m'intéresse moyennement. Je l'ai voté un mois avant, je le revoterai quelques mois plus tard. La dissolution n'est pas un problème pour moi. Par contre, ce après quoi Lacan a couru pendant plusieurs années, en poursuivant avec Souris, Thomé, la question de l'unicité du nœud, je me dis, maintenant, c'est bien joli cette histoire de Schliemann qui m'était venue tout de suite, mais il faut que je comprenne comment est-ce qu'il a joué cette partie-là. Là, j'ai mis plus de temps. Alors, pour vous dire la suite de cet article, puisque la revue Littorale s'est créée juste l'an d'après, premier numéro en juin 81, sur les blasons de la phobie, mes souvenirs sont assez confus, mais j'ai essayé de placer cet article dans la revue Littorale à laquelle j'appartenais, mais il n'a pas été accepté. Pour une raison qui vaut la peine d'être dite aujourd'hui, c'est que à l'époque, Jean Louche, Maïd Vittard et Éric Porges, il me dira si je me trompe, suivaient le séminaire de Souris. Moi pas. Mais ils me disent, les trois, non, c'est beaucoup plus compliqué, Souris est revenu sur son opinion, en fait, d'après lui, il n'y a qu'un nœud, on ne peut pas publier ça, il faut voir, etc. Bon, le temps passe, on oublie tout ça, et voilà. Et ça se perd dans les sables. Qui n'étaient pas les sables de l'énonciation, mais les sables de la publication. Mais à partir de là, je me dis, mais comment Lacan a pu miser sur une partie pareille? Et il faut bien que je fasse une hypothèse sur ce qui s'est passé entre 72 et 80, alors même que je ne peux pas exhiber la citation qui m'autoriserait à penser ce que je pense. Ce que je pense, c'est que Lacan est insensiblement et silencieusement passé d'une signification du mot rapport à une autre signification. Le seul indice un peu clair que j'en ai, c'est je crois que c'est en 73, il dit que dans le temps il a parlé de chaîne signifiante et que bien sûr c'était une connerie. Le mot est de lui. Pourquoi donc? Car Dieu sait qu'il a parlé ô combien de fois de chaîne signifiante, que le S1, S2 c'est une chaîne signifiante. En quoi serait-ce une connerie si le sens du mot rapport n'avait pas changé? Alors l'hypothèse que j'ai fait à ce moment-là et que je continue de tenir pour recevable, c'est que jusqu'à l'introduction du nœud borroméen, à peu de choses près, le mot rapport signifie ça. Ce que René montrait très bien, c'est-à-dire un rapport olympique, un nouage olympique. Ça, si ça veut dire rapport, alors le nouage borroméen veut dire non-rapport. Alors, si vous voulez, on passe insensiblement de la négation « il n'y a pas de rapport sexuel » qui ne dit pas qu'est-ce qu'il y a. Elle dit « vous pensiez qu'il y avait un rapport sexuel, il n'y en a pas ». Mais à part ça, ça ne définit rien. Y a-t-il rien? Y a-t-il quelque chose à cet endroit? Mais si on passe insensiblement de l'inexistence du rapport à l'existence du non-rapport, la partie qui se joue n'est plus la même. Car si existe quelque chose qui mérite de s'appeler non-rapport, il faut le montrer. Et s'il faut le montrer, il faut le montrer univoquement. Parce qu'au moment où on dirait « regardez ça », s'il n'y a pas un nœud, mais 2, mais 3, mais 15, évidemment, ce n'est plus légitime. On va dire, mais lequel est le bon pour être, pour représenter, pour faire métaphore du non-rapport tel que vous l'imaginez entre imaginaire, symbolique et réel, mais aussi bien au niveau de l'acte sexuel. Alors, cette hypothèse-là, pour moi, elle est soutenue aussi par des considérations qui portent sur le séminaire de 1962 sur l'identification. Séminaire, comme Lacan lui-même le décrivait, d'introduction de la topologie. Parce que dans le même temps, va se trouver être défini pour la première fois en toute clarté le sujet en tant que représenté par un signifiant pour un autre. C'est en décembre, ça. C'est-à-dire une définition du rapport tous azimuts. Bon, je pense que quand on cite ça, qui est devenu un refrain, un motto, on oublie le caractère absolument fou de cette définition qui met en rapport
n'importe quel signifiant avec n'importe quel autre. Imaginez quand même que, je ne sais pas, la caractéristique universelle de Leibniz ou la Mathesis universalis, qui ont des grandes ambitions de mettre en rapport beaucoup de signes avec beaucoup de signes, le font quand même au nom de la raison. Ce qui lie un signe à un autre dans la Mathesis universalis, c'est un ordre rationnel, qui peut s'expliquer, qui a des causes et des conséquences. La définition de Lacan du signifiant et du sujet n'exige rien de tel. N'importe quel signifiant peut représenter un sujet auprès de n'importe quel autre signifiant. Donc vous avez ce que j'aimerais définir comme le rapport tous azimuts. La folie du rapport partout. Or, dans le même séminaire, dans la suite, on a la première vraie définition de l'objet A, appelé comme tel dans ce séminaire, c'est-à-dire qu'il est d'un côté pulsionnel, il est non spéculaire, le découpage de la double oreille sur le cross-cap, etc., mais il est partiel, dans un sens absolument nouveau dans le milieu analytique international. J'ai souligné à certains endroits qu'à l'époque, dans les années 61-62, l'objet partiel clanien commençait à avoir un grand succès dans les élites psychanalytiques parisiennes. C'était la grande nouveauté. Alors que le sens que Lacan va donner à l'objet partiel n'a strictement rien à voir avec ce que c'est que le part-object clanien. Il entend en effet définir l'objet A comme l'irrationnel, c'est-à-dire racine de 2 ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui existe. On peut construire la diagonale du carré de côté 1, mais avec un nombre qu'on ne peut pas construire arithmétiquement à l'époque. Donc voilà que dans l'année où se trouve défini le rapport tous azimuts, se trouve aussi établi l'existence de quelque chose avec quoi il n'y a pas de rapport. Pas de rapport avec l'unité et donc pas de rapport tout court. Donc voilà le couple qui ne se remarque pas du tout comme tel sous cet angle en 62. Mais lorsque dans les années 72, 13, 14, 15, Lacan, à mon sens, se lance dans cette voie de l'existence du non-rapport, de quelque chose qui mériterait, du type de lien qui mériterait de s'appeler le non-rapport, et non pas l'inexistence du rapport, à ce moment-là, il retrouve en somme son couple formel favori, qui est d'un côté le rapport tous azimuts, de l'autre côté ce avec quoi il n'y a pas de rapport, qui n'est pas n'importe quoi, encore une fois, mais qui est un objet parfaitement défini, au moins dans l'ordre mathématique, et au moins jusqu'en 1873, c'est-à-dire la date où ce nombre irrationnel, et qui a gardé son nom d'irrationnel, a été mis par Dedekind et par quelques d'autres en rapport avec tous les autres nombres dans le corps des nombres réels. Donc l'appellation s'est gardée, mais la structure même de l'allogone, de l'irrationnel, s'est perdue. Il n'empêche, cette propriété de l'objet partiel, au sens que Lacan a voulu donner à ce terme pour qualifier l'objet de la pulsion, reste valable. Donc voilà ce que je tenais à vous proposer pour dialoguer. Je n'avais pas l'intention de faire un exposé thématique très, très soutenu, mais je vous propose de considérer cette hypothèse de lecture d'un certain angle des séminaires dits topologiques, où l'inexistence du rapport glisse, et à mon sens très tôt, vers l'existence du non-rapport. Mais alors à ce moment-là, si vous êtes sensible à cette perspective, ce qui se dit le 9 janvier vaut le détour. Parce que tout d'un coup, si cette chose fait défaut, et j'ajoute entre parenthèses qu'il m'est relativement égal de savoir si pour finir il y a un seul nœud ou s'il y en a plusieurs, parce que m'importe beaucoup plus les conséquences que Lacan tire de la conclusion de ses espoirs sur le fait qu'il n'y en aurait qu'un. Je relis. Qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, c'est l'essentiel de ce que j'énonce. Autrement dit, le seul secours qu'il a, c'est de mettre en avant cette dénonciation pour, en somme, donner consistance à cet énoncé. Ça a l'air d'être pas grand-chose. Mais en même temps, ça pourrait nous donner un certain angle de vue et d'étude et de lecture
sur ce qu'il en est de l'épopée du mathème qui parcourt exactement ces années borroméennes. Même si le mathème est apparu bien avant dans les séminaires, mais avec un statut, comment je le qualifierais, de presque professoral, enfin de faire passer quelque chose, de donner une figuration d'une symbolique plus ou moins claire ou appuyée. Mais à partir des années 70, effectivement, il y a l'exigence en somme, d'offrir son statut au mathème dans la transmission de la psychanalyse. Et la dualité que je repère au niveau de cet espoir d'unicité du nœud borroméen, je pense qu'elle était exactement un acte au niveau aussi d'autres mathèmes, j'en pense notamment aux 4 discours, qui se présentent comme coulés dans le marbre, enfin c'est du béton, quoi. Mais dès qu'on s'en approche, c'est beaucoup plus coton. Je ne veux pas tout ramener à l'énonciation de Lacan, suivez-moi bien. Mais je veux dire qu'au moment où la consistance pourrait être, sinon démontrée, du moins montrée, à ce moment-là, s'ouvre un espace béant, s'ouvre peut-être le vide dont René voulait nous parler. C'est ça qui vient apporter son concours à la consistance de cette épopée du nœud borroméen. Voilà en tous les cas ce que je voulais soumettre à votre questionnement, pour savoir, si j'étais seul à être surpris par cette unicité, cette quête de l'unicité du nœud borroméen à laquelle je ne comprenais rien, est-ce que ça vous a posé problème? Et si vous avez pu résoudre la question, est-ce que le sens que je vous propose vous paraît recevable? Autrement dit, passer de l'inexistence du rapport sexuel à l'existence du non-rapport, qui échoue. René est déjà sur les rangs. Ce que tu dis, ça me fait penser, mis à part le fait que je ne parlerai pas de signifiant comme déjà là, en ontologisé, disons, mais de signifiant constamment en construction. Ça me fait penser à l'interaction plutôt en physique, c'est-à-dire des interactions entre des éléments, disons, qui peuvent avoir des années-lumière de distance. Donc il n'y a pas de rapport entre eux, mais il y a de l'interaction. Et l'interaction, je dirais, c'est ce qu'on traduit, c'est un des modes de traduction de la Wechselwirkung de Humboldt, de Kant. Je préfère traduire mot à mot un pouce au change. Wechselwirkung, un pouce au change qui est de l'ordre de l'interaction, mais il n'y a pas besoin d'avoir un rapport immédiat pour qu'il y ait une interaction. Ça peut être très distinct, très distant et distinct, et dépendant quand même de l'observation. C'est l'observation qui introduit ce genre de choses. Autrement dit, une observation de nœud borroméen met en place, qui est invisible, la distance d'années-lumière entre deux astres, et pourtant qui sont interagissants, pour ne pas dire connectés, quoi, pour ne pas dire en rapport. Donc le non-rapport peut-être serait de cet ordre. Je ne partage pas tout à fait cette opinion, parce que la connexion est un problème compliqué en philosophie et en ontologie. Les types de connecteurs sont très très nombreux. Moi, je me contentais, disons, de suivre le parcours des séminaires. Et l'histoire même du mot rapport, qui est lourde dans les séminaires. Lorsque je dis que S1 flèche S2 établit un rapport, s'appelle chaîne signifiante, pendant longtemps, et qu'il y a une critique explicite de la notion de chaîne, elle ne vient pas d'autre chose que de l'introduction d'un type de coinçage qui, justement, ne fait plus chaîne. Donc c'est le mot rapport qui a évolué chez Lacan lui-même. C'est mon hypothèse, en tous les cas. Mais S1, S2 a évolué aussi. Oui, mais je te l'accorde, absolument. Non, il est passé d'un premier à un second signifiant à un signifiant unaire plus binaire. Attends. Je dis que S1, S2 a aussi évolué chez Lacan, qui a laissé tomber le lien d'un premier et d'un second signifiant et la kyrielle des autres, à une différence ontologique, entre guillemets, entre le signifiant unaire et le signifiant binaire. Et donc, il n'y a pas une chaîne entre le signifiant unaire et le signifiant binaire, précisément. Parce que la chaîne, elle est entre différents S2, mais pas entre le S1 et le S2.
Donc, et encore, il n'est pas toujours aussi clair que ça. Il faut reprendre d'un autre à l'autre la manière dont il évoque ça d'une manière aussi asphérique. C'est à la fois du même et pas du même. Bon. Oui, oui. Alors, c'est juste pour vous dire, moi j'aurais tendance un peu à vous suivre là dans votre perspective, d'essayer de faire la lecture de cette phrase énigmatique là, que vous évoquez. Il y a un autre, peut-être dans les séminaires antérieurs, il y a peut-être une autre trace de cette affaire. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. C'est dans, il me semble, c'est dans Encore, dans le séminaire Encore, quand Lacan, justement, à partir des écritures du nécessaire, du possible, du contingent, etc., retravaille cette question du possible, et ça va dans votre sens, en mettant, après l'effet du contingent et l'admission, que la barre se pose au niveau du contingent, pas sur la fonction, mais sur le tout, pas tout. Rétroactivement, justement, il amène la réécriture de la question du possible, ce qui cesse, virgule, de s'écrire. Donc il y a un passage de ce qui cesse de s'écrire à ce qui cesse, virgule, de s'écrire. Et cet élément-là qui fait une des pistes de Lacan, effectivement, avec une constante dans sa recherche, viendrait plutôt, effectivement, dans votre sens, pour venir un petit peu, peut-être faire bouger cette question de la signification du sens premier, aussi, qu'on peut recevoir plus directement. Il n'y a pas, il existe un nom. Il existe un non-rapport, il n'y a pas de rapport, c'est pas... Hein? Moi, je vois ce qui cesse de s'écrire et ce qui cesse, virgule, de s'écrire. Il y a déjà un indice du cheminement là, que vous évoquez. Une question. Lacan, à un certain moment, je crois, dans RSI, il dit, la première partie c'est exact, la deuxième je l'oublie. Alors, il dit, il y a quelque chose dans l'ordre rotatoire qui me tracasse. Et il les tracassera toujours. La deuxième partie, mais ce n'est plus exact, c'est dans les... Il ne dit pas pour m'en sortir, mais il dit, c'est par les mathématiques, il ne dit pas pour la topologie, il me semble que ce n'est pas topologie le mot qu'il emploie, qu'il va à se confronter, il ne dit pas s'en sortir. Et peut-être que c'est ça, c'est-à-dire l'approche, la collaboration avec Pierre Soury, Michel Thomé, et puis après, bon, avec d'autres aussi, mais et puis avec Jean-Michel Papero, c'était les coups de main comme il faisait. Il s'intéressait à la Torah, ça y va, c'était ses recherches avec, qui étaient des experts, non? Et donc, il appelle Pierre Soury, Michel Thomé, il va à continuer avec ça. Et nous ne pouvons plus les lire sans ça. Il n'y avait pas une solution avant, il n'y aura pas le moins après. Mais c'est cette lecture aussi donc de Pierre Soury qu'il faut faire pour entendre quelque chose de ça. Certaines réponses parfois qui sont pragmatiques, vous dites cliniques peut-être, elles sont simples, elles ne sont pas très compliquées. Alors une proposition, une hypothèse, tout simplement, c'est l'ordre rotatoire, il les tracasse. Donc il était tracassé pour tous les autres cercles qu'il a rencontrés avant, y compris la chaîne signifiante qui, parfois, elles ne les rendent pas un cercle, mais quand même, ce que c'est quoi? C'est un hélice à l'infini, parfois, ou
il y en a une, il y en a une autre, on ne comprend pas. Alors, pourquoi l'unicité de l'Union Borromée? C'est simple. Au moins, il aurait eu une seule chose qui les tracasse. Ça aurait assurément été une économie. La citation que vous ne rappelez pas très bien, là, c'est une question mathématique et j'entends la traiter mathématiquement. Oui. Hein, c'est ça. Mais, si vous voulez, c'est comme l'histoire du modèle. Ceci n'est pas un modèle. Or, c'est un modèle. Or, c'est une métaphore. Or, ceci n'est pas une métaphore. Il y a une vacillation dans les énoncés de Lacan à cet endroit, mais qui ne sont pas d'une hésitation. C'est effectivement le propre de sa position. Parce que c'est pas parce qu'il y aurait l'existence du non-rapport qu'il n'y aurait pas l'inexistence du rapport. Hein. Ce sont deux choses fort différentes, mais dont chacune a droit de citer, avec des conséquences explicitement différentes. Hein. Donc voilà la difficulté de lecture aussi. Je voulais juste poser une petite question sur le non-rapport. Il existe un non-rapport. C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien de quoi il s'agit. Est-ce qu'à partir du moment où on dit qu'il existe du non-rapport, plutôt que de dire il n'y a pas de rapport, est-ce qu'on veut dire que le non-rapport est une exception? Non, ça peut s'entendre comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, ça peut aussi s'entendre comme ça. Ça peut aussi s'entendre comme ça. Si on dit il y a du non-rapport, ça veut dire que sur du rapport, il y a aussi du non-rapport. Non, excusez-moi, l'exception, ça serait il y a du rapport. Ça serait l'exception. Il n'y a pas de rapport. Si quelqu'un arrive et dit il y a du rapport, ceci est une négation, une exception. Mais il y a du non-rapport. Logiquement, il y a du non-rapport n'est pas une exception par rapport à il n'y a pas de rapport. Non, mais une exception par rapport à il y a du rapport. Il y a un rapport sexuel, ce qu'on dit couramment, habituellement, partout, en médecine, partout, etc. Il y a du rapport sexuel. Et Lacan dit non, il y a du non-rapport. Il y a aussi du non-rapport. C'est pas une exception, ça, c'est une contradiction. Quelqu'un dit il y a du rapport, j'arrive et je dis il y a du non-rapport. Le non a glissé de l'un à l'autre. Entre l'inexistence du rapport et l'existence du non-rapport, le non a glissé, les effets sémantiques ne sont pas les mêmes. Mais si j'affirme qu'il y a du non-rapport, je nie qu'il y ait du rapport. Vous l'accordez? Non, pas forcément, justement. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, justement, il y a plusieurs lectures à ça. À cet endroit. Il y a plusieurs lectures à cet endroit. Ça veut dire que tout n'est pas rapport. Non, il ne faut pas oublier le sexuel. Non-rapport, ça veut dire que tout n'est pas rapport. Ça peut être aussi ça. Quand on dit quoi? Il y a du non-rapport, ça veut dire que tout n'est pas rapport. Ça veut pas vouloir. Ça veut dire qu'il y a des formes de lien, c'est pas n'importe quoi. C'est le lien, coinçage, tout ce que vous voudrez, qui fait que ça ne mérite pas de s'appeler rapport, parce que rapport veut dire désormais nouage olympique. Si vous ne faites pas cette hypothèse-là, ça n'a pas de sens. Au niveau de la langue française, le mot rapport, et même le concept de rapport, ne suffit pas pour bloquer la signification de ces deux énoncés. Alors tout à l'heure, vous avez en effet parlé de nouage olympique, mais vous avez aussi parlé du lien, comme si tout lien était rapport. Non, je définis l'existence du non-rapport est une forme de lien, c'est pas n'importe quoi, c'est un lien, un coinçage, tout ce que vous voudrez, mais qui fait que ça tient, et ça tient sous une forme positive. C'est l'existence. Mais ça mérite de s'appeler non-rapport parce que le rapport est olympique. Voilà. Si vous avez d'autres explications... Oui, alors là c'est quelque chose de tout à fait neuf, là, ce que vous dites. Au sens où, je pense, ce que je vous propose comme hypothèse de lecture, c'est exactement ça, le glissement du sens du mot rapport dans les séminaires de Jacques Lacan à partir des années 70, 11, 12. À partir de là, rapport qui était un mot comme ça, presque facile, disons, tout d'un coup, va être isolé et va vouloir dire nuage olympique. Et à partir de là, le nœud borroméen qui a tous les honneurs va vouloir dire c'est ça le sur ça, non-rapport. il a dit clairement, lui, Lacan, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a que le nœud borroméen, c'était le non-rapport? Non, mais bien sûr, sinon je vous aurais donné la citation. S'il avait dit ça, Émilie, je vous aurais donné la citation tranquillement. Si je vous présente ça de façon tout à fait hypothétique, c'est que justement, je n'aurai jamais... Hypothétique, mais je croyais que vous étiez contre les hypothèses, vous. Ah ben c'est la première fois que j'entends ça, alors comment peut-on vivre sans hypothèse?
Non, mais en allemand... La Mexico est là. Hein. Non, je veux simplement rappeler qu'en allemand, Freud utilise beaucoup, à côté de Beziehung et relations, etc., les liens, c'est souvent traduit par lien, Verknüpfung, qui veut quand même dire nouage. C'est-à-dire que l'allemand fait facilement un nœud du lien. Ouais. C'est aussi le mot pour entre la pulsion et l'objet chez Freud. Verknüpfung. Et il y a aussi la soudure. Non, pas du tout. Bon, votre hypothèse, elle est séduisante. Je ne sais pas encore aller plus loin que ça. Puis peut-être qu'il faut se méfier de la séduction aussi. Ça évoque pour moi une autre question. Je vais avoir du mal à la citer comme il faut parce que je n'ai pas la référence exacte. Mais c'est à un moment où Lacan est encore une fois en train de compter combien il y a de consistance, orientation, machin. Il compte des nombres de nœuds. Et il en arrive à dire qu'il va être obligé d'introduire un troisième sexe, sinon, je ne sais pas quoi. Et j'avais été très très surprise par ce truc-là, comment il passe de devoir s'apercevoir qu'il faut qu'il y ait un troisième sexe quelque part, et comment cette chose-là est liée à des comptages de nœuds. Voilà. Peut-être vous saurez retrouver exactement où c'est, mais j'étais quand même un peu épatée pour ça. Je vous le donne tout de suite, parce que c'est le 9 janvier 79. Je vous le lis. Il faut lire 4 lignes. Il n'y a pas de rapport sexuel, c'est ce que j'ai énoncé. Qu'est-ce qui y supplée? Qu'est-ce qui y supplée? Parce qu'il est clair que les gens, ce qu'on appelle tels, soit les êtres humains, les gens font l'amour. Il y a ça une explication, la possibilité. Notons que le possible, c'est ce que nous avons défini comme ce qui cesse de s'écrire. La virgule n'y est pas, mais il faut voir. La possibilité d'un troisième sexe. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux, d'ailleurs? Ça s'explique mal. Voilà l'introduction de cette séance où il va finir par dire la métaphore du nœud borromien à l'état le plus simple est impropre. Ça commence par ça. Je ne serai pas capable de vous faire un lien direct entre ce début et cette fin. Parce que depuis toujours, je me perds au milieu. Et lorsque j'avais fait mes dessins que j'avais présentés le 27 avril 1980, c'est-à-dire 15 mois après cette séance-là, j'avais cherché, avec les moyens du bord, qui n'étaient pas très sophistiqués, encore une fois, il s'agissait de chiffrer, de tout ramener donc à la consistance centrale, et de chiffrer les dessus-dessous, en plus ou en moins, et on montrait facilement, en faisant glisser les écritures, qu'on ne pouvait pas passer d'un nœud à l'autre et de l'autre à l'autre. Donc les 3 nœuds étaient bien différents, ce dont Souris lui-même devait bien convenir, mais ça ne l'étonnait pas, parce qu'à l'époque, en effet, il pensait au moins à ce moment-là, ce jour-là, quand je l'ai vu, que non, il n'y avait pas un seul nœud borroméen. Ce qui continuait de me choquer, parce que, comme je vous le disais au départ, comme d'autres, j'étais capable, au bout d'un certain temps, et au risque de l'erreur, de dire « Ah oui, ça c'est borroméen, et ça l'est pas ». Donc je voyais bien la propriété. Pourquoi est-ce que ça ne suffisait pas? Ça ne suffisait pas quand on est un petit peu exigeant épistémologiquement. Si on dit c'est ça le modèle sur lequel je base ma métaphore de l'existence du non-rapport, que le non-rapport c'est pas simplement n'importe quoi, c'est ça qui en donne l'indice, ou la monstration, et bien à ce moment-là, en effet, il faut pouvoir montrer l'objet en question. Pas l'objet, Lacan dit la chose. Il n'y a pas de chose qui supporte l'imaginaire, le symbolique et le réel. Il y a 2 personnes qui ont demandé la parole et on fait une pause après. Guy, c'est celui-là. C'est juste une petite remarque sur le mathème des 4 discours. Je me suis amusée à pister des séminaires de 69 à 73 comment Lacan parle des 4 discours. Il utilise au moins 30 expressions et jamais il ne dit mathème des 4 discours. À 2 reprises, il s'en rapproche un peu, mais jamais, il est malin, jamais il dit mathème des 4 discours. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que le mot mathème n'a droit de citer que quand il y a du trait. C'est très souvent du trait, même si c'est que des barres de... Moi, le seul trait là, c'est la barre de fraction. Il y a des flèches aussi. Mais je ne vous cache pas que je suis toujours terriblement méfié des 4 discours parce que c'est trop beau.
il n'y a aucune raison pour que l'ensemble des possibilités que ça déploie soient pertinents. Il y a des moments où, je sais pas, tel élément est en position de sujet ou en position d'objet. Parfait, c'est très parlant, comme on dit. Et puis à d'autres moments, pour trouver la pertinence, il faut faire de telles élucubrations que vraiment, pour moi, c'est de l'ordre de la pièce montée, quoi. Mais on dirait que lui-même, il n'y croit pas. Ben, il y a de quoi ne pas y croire. Hein. Franchement, c'est pas possible qu'un truc comme ça tourne aussi rond. Quand vous savez qu'un carré logique, avec 4 termes, quand vous vous en approchez, il est toujours boiteux. C'est comme une table, avec 3 pieds, ça marche à tous les coups. 4 pieds, il y a des chances que ça boite. Il y a tous les carrés logiques boitent. Il y a un des endroits qui est construit secondairement avec les 3 premiers, et il n'a pas la même consistance. Hein, c'est la particulière affirmative chez Aristote, c'est l'universel négatif chez Lacan. Enfin, à chaque endroit, si vous vous approchez bien, c'est pas si simple, ça va pas très bien, quoi. On sent un combat entre la manière dont Lacan parle de ça. On sent, quand on lit, on sent comme un combat dans la manière dont Lacan parle, c'est-à-dire la langue orale et la langue écriture. On dirait que les 2 écritures se bagarrent. C'est-à-dire il veut écrire quelque chose qui se rapprocherait d'un modèle scientifique, et à l'oral, il n'y arrive pas. C'est-à-dire à chaque fois, il parle autrement, il trouve une autre formulation, et on sent comme un combat entre l'oral et l'écrit. Oui, mais j'insiste beaucoup, ça sera peut-être inclusif de ma part, il n'y arrive pas. Il n'y a pas de quoi se lamenter là-dessus. Ça, si j'ose dire, c'est le vrai succès de l'affaire. Oui, c'est ça. Hein, Ouais, je ne me lamente pas sur le fait il avoue. Alors là, c'est le comble, comme si c'était une faute morale. À la fin, il dit c'est ce que j'avoue. Bon. Ça, c'est un certain ton. Peut-être était-il déçu de même façon qu'en 73, il s'en réjouissait. Hein. Les humeurs sont toujours présentes. Mais l'inexistence de quelque chose, il n'y a pas de quoi s'émouvoir. Hein. Si c'est la condition de fonctionnement d'un ensemble défini, bon ben voilà, c'est comme ça. Hein. Donc qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, beaucoup dramatisent là-dessus. Il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, et ben voilà, ça définit quelque chose dans l'ordre du sexuel, et c'est comme ça que tout marche, hein. Ni bien ni mal. Enfin, j'aime beaucoup accentuer cette affaire de ça marche pas, et c'est pas une glorification de l'échec non plus, hein. C'est simplement le statut presque normal du baptême. Si ça avait marché, on ne serait pas là. Oui, ça va rejoindre un peu deux questions avant. J'avais la même question que vous sur cette question de l'unicité du neo-borroméen. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que ça change? Donc merci, parce que du coup, moi j'avais laissé courir aussi, mais vous venez faire avancer. En revanche, ce qui pour moi ne fait aucun doute, c'est que le neo-borroméen A3, c'est l'écriture du non-rapport sexuel. C'est une écriture. Et c'est pour ça que c'est une métaphore impropre. Parce que c'est pas une métaphore, c'est une écriture. Ça n'est pas un rapport 2 à 2. Ça ne fait pas. Et quand vous disiez tout à l'heure, du coup, le rapport à la fin, c'est le nuage olympique. Moi, je l'avais jamais pensé comme ça. Mais enfin, rapport à la fin, c'est le nuage olympique. Eh ben oui, l'écriture du non-rapport, du coup, c'est le neo-borroméen 3. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais en même temps, reste ballant le fait que, pour terminer, Lacan prononce le mot de métaphore. C'est une métaphore impropre, c'est un abus de métaphore, etc. Pourquoi maintient-il cette dimension de métaphore alors même que le neo-borroméen à l'état le plus simple, c'est bien celui dont vous parlez, hein, une présentation à 3, la mise à plat à 3 qu'on connaît par cœur et qu'avec un peu d'expérience on peut réaliser comme René le faisait à toute vitesse. Bon, donc c'est l'incompréhension, à juste titre chère à Souris, comme on l'a vraiment bien remarqué ce matin, n'est pas ce qui importe le plus dans cette affaire. Hein. Mais Lacan fait le constat que même cette présentation dans l'état le plus simple ne lui suffit pas, quoi. Mais c'est là que j'ai insisté à l'époque sur le grain de sable de l'énonciation. Il récupérait, le fait que cet énoncé, il n'y a pas de rapport sexuel, c'était son affaire à lui. C'est pas un fait de nature. Parce que s'il l'avait prononcé comme fait de nature, bah, je sais pas, il se mettait à l'égal de la papauté, qui soutient qu'au contraire, il y a du rapport sexuel, et il y a que ça. Hein. Mais là où il y a du rapport, il va parler de l'inceste.
C'est dans les moments de conclure, il a une leçon avec la triple bande. Et là, il dit, là, il a du rapport, je veux dire, entre les trois générations. Oui, oui, voilà, oui. donc là, il localise quelque chose de ça. Ouais. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ça. Le tout dernier. Oui, cette affaire de il n'y a pas de rapport dite comme ça et mis en lien avec le nœud broméen, ça me paraît un peu bizarre. D'abord, ça va peut-être en contradiction avec cette affaire de hiatus, parce que du coup, dans le nœud broméen, on ne voit pas très très bien où se situerait le hiatus, puisque vous avez quand même écrit un livre sur le hiatus sexualis. Et puis deuxièmement, Jean Alouche a quand même situé, et je pense que c'est avec Lacan, mais ça il faudrait préciser, le non-rapport ou il n'y a pas de rapport sur le nœud broméen de manière très locale, c'est-à-dire à la jonction de consistants, je crois. Hein. Donc, du coup, ça remet en question quand même cette affirmation que ce serait le nœud broméen lui-même qui, en quelque sorte, métaphoriserait le non-rapport. Non, non, parce que si vous voulez, le nœud broméen, encore une fois à l'état le plus simple, montre bien que sur ce nœud, il n'y a pas de rapport, au sens où le rapport serait le nouage olympique. Vous pouvez regarder n'importe quelle consistance, elle n'est pas nouée olympiquement. Donc je peux dire, voici un nœud broméen, voici un nœud où il n'y a pas de rapport. Eh ben, encore une fois, tout dépend si vous donnez votre aval au fait que le mot rapport a pris un sens olympique ou pas. Un quart d'heure. Allez. Limite, il reprend un sujet.